Donc avant de commencer, je tiens à remercier les organisateurs. Alors, le mouvement européen international. Fondé en 1948, au lendemain du congrès de La Haye, il constituait un soft power avant la lettre qui influença le processus d'intégration européenne, notamment pendant ces premières décennies. Il s'agit d'une organisation transnationale basée sur l'associationnisme européiste qui a une structure relativement complexe. Il ressemblait à l'origine d'autres associations transnationales européistes préexistantes de diverses obédiences politiques, et il regroupe à la fois des conseils nationaux qui s'occupent du militantisme de base. Bon, ça c'est le drapeau. La base de l'appartenance est idéologique. Elle s'identifie avec l'européisme, aussi appelé fédéralisme, qui est entendu dans un sens assez large. Donc, pour appartenir au mouvement européen, il faut grosso modo partager la croyance dans le grand objectif de l'union politique européenne. Ça, c'est sans doute la clé de son succès, puisque cette souplesse dans l'interprétation de l'européisme va lui permettre d'attirer de nombreux hommes et femmes politiques qui vont y adhérer, et quelle que soit leur tendance politique. Donc, comme vous le savez bien, pendant cette période, le mouvement européen international compte de nombreux adhérents au sein des institutions européennes, mais aussi au sein de gouvernements nationaux ou des parlements. Donc, ces réseaux transnationaux représentent un canal important de sociabilité des élites politiques qui est à la base de son soft power. De sorte que ce soft power va se manifester de deux manières possibles. D'un côté, le mouvement européen est un laboratoire d'idées et voué à la création de nouvelles politiques et de nouvelles institutions dans le processus d'intégration européenne. Et de l'autre côté, il exerce aussi une certaine forme de lobbyisme auprès de gouvernements et des parlements pour promouvoir des idées et des politiques européistes. Donc, ce que j'appelle la question européenne de 1962 est un cas représentatif du type d'influence que le mouvement européen international pouvait exercer sur la politique extérieure de la communauté européenne. Et c'est à expliquer ceci que je vais consacrer les prochaines minutes. Donc, en fait, en février 1962, le gouvernement de Franco envoie à la communauté économique européenne une demande d'association qui est inspirée de l'accord d'association qui venait d'être signé quelques mois auparavant avec la Grèce et devrait conduire, d'après les termes de la demande espagnole, à une adhésion à long terme. Et c'est en fait la première demande adressée par une dictature qui arrive à la communauté européenne à un moment où la communauté européenne n'a pas encore précisé les conditions politiques pour l'appartenance. Et donc, en fait, la communauté européenne éprouvera une certaine difficulté à réagir à cette demande espagnole. Tout d'abord, parce que ce n'est pas une affaire prioritaire dans l'agenda communautaire, qui est beaucoup plus préoccupé par d'autres affaires, comme les candidatures britanniques, danoises, irlandaises, etc., ou évidemment par ses propres politiques, à savoir le lancement de la politique agricole commune ou la deuxième phase du marché commun. Cependant, cette affaire possède une certaine signification politique qui joue fort sur les plans symboliques. Les opinions publiques sont encore polarisées à l'égard de l'Espagne, entre celles qui estiment que l'Espagne est le dernier bastion du fascisme en Europe et celles qui estiment que l'Espagne de Franco pourrait être un partenaire intéressant dans le contexte de la guerre froide. Donc,
Les avis de gouvernement des six sont également partagés entre ceux qui hésitent entre un non ou un oui mitigé à des conversations exploratoires avec l'Espagne et ceux qui estiment qu'une participation de l'Espagne au marché commun pourrait être souhaitable. C'est notamment le cas de gouvernements de Paris et de Bonn. Dans ces contextes, le mouvement européen international va promouvoir l'idée d'une conditionnalité politique. Aussi, veuillez bien remarquer le guillemets, qu'on parle toujours de concepts qui vont être théorisés dans des périodes plus récentes. Donc, c'est-à-dire, le mouvement européen et international va promouvoir l'idée que pour appartenir à la communauté européenne, il faut aussi respecter certaines conditions politiques de base, à savoir le respect de la démocratie et des droits de l'homme. C'est une idée qui était déjà forte au sein de la mouvance socialiste, mais sur laquelle les membres des autres mouvances n'étaient pas forcément toujours d'accord. Et le mouvement européen et international va défendre cette idée au nom de l'intérêt général du processus d'intégration européenne qu'il estime représenter et auquel l'intérêt de la communauté européenne devrait, et en l'occurrence, correspondre. En outre, la demande espagnole de négociation arrive à un moment où le mouvement européen international se manifeste de plus en plus intéressé par la situation politique en Espagne. Ceci est dû en bonne mesure à son secrétaire général de l'époque, le Belge Robert van Schendel, qui était entré en contact avec les associations européistes de l'intérieur de l'Espagne lors de la campagne européenne de la jeunesse de 1956-1958, qui entretenait de relations d'amitié avec les membres du Conseil espagnol du mouvement européen dans l'exil installé à Paris, et qui veut organiser une conférence sur l'Espagne rassemblant des personnalités politiques membres du mouvement européen avec les associations espagnoles, tant de l'exil, dirigées par Salvador de Madariaga, que de l'intérieur. De cette manière, et sous l'impulsion de Van Schendel, deux initiatives vont avoir lieu dans les premières années 60. Toutes les deux vont à propos tomber à l'eau. D'un côté, il y aura un projet pour l'organisation d'une semaine européiste espagnole à Palma de Mallorca, qui aurait dû avoir lieu en septembre 1960. Et de l'autre côté, il y a eu un deuxième projet d'organisation d'une conférence Espagne-Europe qui aurait dû être tenue à la Maison de l'Europe de Strasbourg au printemps de 1961. Pour ce deuxième projet, Van Schendel parvint même à convaincre Robert Schuman de présider le comité de patronage. Or, ces deux initiatives vont échouer, et notamment pour deux raisons. D'un côté, à cause du sabotage des autorités franquistes qui interdisent la semaine européiste de Palma quelques jours avant la date qui était prévue pour son début, et qui exerce aussi d'ailleurs une pression diplomatique à Strasbourg contre la deuxième initiative. Et il y a aussi, et en outre, la méfiance de certaines personnalités du mouvement européen par rapport aux associations espagnoles et aux associations européistes de l'intérieur de l'Espagne qu'ils estiment être trop proches du régime franquiste. Ça, c'est le cas, par exemple, de l'avis de Jean Monnet. Donc, la demande de négociation de 1962 est ajoutée aux expériences précédentes du mouvement européen et par rapport à la situation en Espagne, vont motiver que cette conférence sur l'Espagne soit finalement organisée dans le cadre du 4e congrès du mouvement européen international qui est organisé en juin 1962 à Munich sur les sujets de la communauté
politique européenne. Donc, pour cette raison, la délégation la plus nombreuse au congrès du mouvement européen international de Munich sera atypiquement la plus nombreuse. 118 Espagnols, en provenance des partis politiques exilés ainsi que de groupements plus ou moins tolérés par le franquisme, vont se réunir à la veille du congrès de Munich, toutes tendances politiques confondues. Ceci sera le premier rassemblement de représentants de l'opposition antifranquiste à provenance tant de l'intérieur que de l'exil, qui a lieu depuis la fin de la guerre civile espagnole. Et dans cette mesure, c'est un événement chargé de signification politique pour l'histoire de l'Espagne, qui est souvent perçu comme étant annonciateur de la transition politique. Donc, les Espagnols réunis à Munich approuvent une résolution encourageant la communauté européenne à refuser la demande espagnole à cause de ses implications politiques. Cette résolution va être ensuite discutée à la dernière séance du Congrès le 8 juin 1962. Finalement, elle aura un impact sur les conclusions du Congrès qui vont inclure le point suivant. Seuls pourront adhérer aux communautés et participer à leurs institutions les États européens démocratiques qui acceptent les traités de Rome dans leurs applications comme dans leur développement. Donc, face à cette réunion des antifranquistes et des européistes espagnols dans le contexte du congrès du mouvement européen international à Munich, le régime franquiste va réagir d'une manière exacerbée et exagérée. Les participants les plus connus seront arrêtés à leur retour à l'aéroport de Madrid et forcés à choisir entre l'exil ou un confinement aux îles Canaries. Et en même temps, le franquisme va entreprendre une campagne propagandiste de diffamation contre le mouvement européen international et contre le congrès de Munich, et avec de manifestations soi-disant spontanées. Je vous montre ici quelques images de ces manifestations. Par exemple, dans la pancarte du haut à droite, on peut lire « La seule chose qu'on peut nous faire à Munich, c'est de la bière. » Ça, je ne sais pas. Donc, le mouvement dans ce contexte de conflit diplomatique entre le mouvement européen international et le régime franquiste, le secrétariat général du mouvement européen international envoie à Madrid une délégation qui comprend un représentant de chacune des trois familles politiques du mouvement. Pierre Wigny pour les démocrates chrétiens, John Hind pour le socialiste travailliste et Étienne Hirsch est désigné pour représenter les libéraux et radicaux. Ces trois représentants, cette délégation, est reçue par Franco à l'audience et par son ministre des Affaires étrangères le 5 juillet 1962. Or, Wigny, Hind et Hirsch n'obtiennent pas de résultats immédiats. Dans les faits, les sanctions contre les participants au congrès de Munich ne seront levées qu'en mai 1963. Cependant, ces événements, ces faits, provoquent une vague de solidarité politique avec le mouvement européen international et à l'encontre du régime franquiste. Aux Pays-Bas, une motion est approuvée par les États généraux va obliger le gouvernement à lier toutes les demandes d'adhésion à la communauté européenne au respect par le candidat de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est une motion du 19 juin 1962. En Allemagne fédérale, le ministre des Affaires étrangères est interrogé sur la question au Bundestag et l'opposition social-démocrate va lui proposer de suivre l'exemple néerlandais. Ça,
dans une séance du Bundestag du 27 juin 1962. Et au Luxembourg, en Belgique, en France et en Italie, les socialistes et les sociodémocrates vont demander à leurs gouvernements respectifs de s'opposer à la candidature espagnole sur base de la réaction que le régime franquiste avait eue par rapport au fait de Munich. Probablement sans surprise, la plupart de ces initiatives partent de membres prominents du mouvement européen de leur propre pays. Par exemple, aux Pays-Bas, les auteurs de la motion des États généraux sont Franz Coulthard et Wim Schuyt, et qui sont de membres qui ont eu des postes de responsabilité au sein du mouvement européen néerlandais, en République fédérale allemande. Et l'un des auteurs de la question orale et au ministre est Carl Schmitt. Donc, ces événements créent un climat négatif à une association de l'Espagne au marché commun. Et donc, dans ces contextes, même si des négociations avec le gouvernement de Madrid vont être finalement entamées en 1964, ces négociations seront ouvertes seulement en vue d'un accord d'association. D'un accord commercial et pas en vue d'un accord d'association. Finalement, l'Espagne franquiste signerait son accord commercial et en 1970 et dépourvu de tout contenu politique, contrairement aux accords d'association de la Grèce et de la Turquie du début des années 60, qui était l'aspiration du gouvernement franquiste à l'époque. Donc, en conclusion, je dirais que les sociabilités transnationales et au sein du mouvement européen international qui concerne toutes ces tendances politiques, et par conséquent toutes les tendances politiques se reconnaissant dans l'européisme, et vont favoriser l'établissement d'une position caractéristiquement européenne à l'égard de l'Espagne franquiste. À défaut d'une diplomatie proprement dite communautaire, les connexions transnationales entre les acteurs politiques liés au mouvement européen international contribuent à identifier un intérêt européen, une forme de conditionnalité politique par rapport au régime franquiste. Dans ce sens, ces milieux européistes transnationaux occupèrent un espace politique qui se trouvait en angle mort, aussi bien pour les institutions communautaires que pour les diplomaties des États membres. Ils configurèrent une sorte de diplomatie parallèle à celle des États membres, voulant représenter une voie commune transeuropéenne. Voilà, je vous remercie.